Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, l'un des podcasts audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner comme invité exceptionnel, je remercie Thomas Fatome, directeur général de l'assurance maladie. Bonjour Thomas. Bonjour. Avec vous, on va parler de bon nombre de sujets. Évidemment, on va parler un petit peu de la Covid, forcément, l'actualité du moment. Mais on va parler aussi des négociations conventionnelles qui vont être relancées dans les prochains jours, avec le périmètre, ce que vous comptez mettre en place, sur la prise en charge notamment des soins non programmés, un certain nombre d'éléments sur les CPTS, sur la coordination sur les territoires. On reviendra aussi sur le pan numérique, qui est un gros sujet de cette fin de quinquennat, et évidemment de celui qui va être enchaîné ensuite. Et on finira par un petit point un peu bilan, ça fait un an que vous êtes là, aussi avec le réseau, les perspectives, et dans un an, je crois qu'il y a une petite coche qui doit arriver, qui forcément va un petit peu stimuler la vie institutionnelle de l'assurance maladie. On va en parler de tout ça, mais à tout seigneur, tout honneur, on va parler un peu de la Covid. Alors, on va pas rentrer dans tous les détails, mais il y a quelque chose qui a frappé, c'est quand même depuis plusieurs mois, l'assurance maladie a mis en place un certain nombre de services dispositifs, contract tracing, dispositifs numériques et autres. Quel bilan vous en faites? Est-ce que d'un point de vue technique et organisationnel, l'assurance maladie a été à l'auteur de l'enjeu? Écoutez, c'est évidemment difficile de dire un peu de l'intérieur, puisque nous, on a le sentiment d'avoir une mobilisation très forte. Et en effet, sur des missions nouvelles, avec des dispositifs nouveaux, des innovations, sur le tracing, sur nos différents téléservices, sur les arrêts de travail, sur la vaccination, sur la mise à disposition des données, avec typiquement le site Data Vaccin Covid qu'on a ouvert maintenant il y a une quinzaine de jours. Donc, en tout cas, mon sentiment, c'est que on a répondu présent sur ces missions-là. Ça a été, c'est encore évidemment, je crois, une aventure, j'ai envie de dire humaine et collective très forte pour l'assurance maladie. Avec toujours des chiffres qui, quand on parle justement de l'assurance maladie, donnent un peu le vertige. On a appelé plus de 16 millions d'assurés dans le cadre du contact tracing. C'est évidemment considérable. C'est inouï. Voilà, donc et puis à chaque fois, on a essayé d'innover dans la démarche, d'innover y compris par exemple sur le tracing, avec des services numériques, avec des partenariats avec les infirmiers libéraux pour faire ces visites d'accompagnement à l'isolement. Donc ces dispositifs aussi, ils se sont transformés beaucoup, et ça reste encore aujourd'hui, évidemment, pour l'assurance maladie, une part très importante de son activité. Et que retiendrez-vous, parce qu'elle va bien finir cette fenêtre, on le souhaite évidemment, le plus tôt possible pour le maximum de nos concitoyens. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette séquence? C'est la capacité de réaction extraordinaire, même insoupçonnée, certains diront, que l'assurance maladie a pu faire, notamment avec les contacts tracing et les équipes qui ont été montées en une quinzaine de jours. C'est quoi? C'est la mobilisation du réseau? Qu'est-ce qui vous a c'est un peu de tout ça. C'est en effet de la réactivité. C'est aussi de la présence sur les territoires. Quand j'ai pris mes fonctions, les premiers échanges que j'ai eus avec les représentants des professionnels de santé, beaucoup m'ont dit on a vu une assurance maladie à notre écoute, au niveau national et au niveau local et au niveau territorial. C'est vrai, et ça je l'ai senti aussi dans mes déplacements sur le réseau. On a une assurance maladie qui est restée à l'écoute, évidemment, des assurés, des professionnels de santé. Donc je dirais que c'est ça, ce mélange de proximité, de réactivité, d'innovation. Et puis voilà, c'est vrai que du coup, moi je porte beaucoup avec les équipes un peu un sentiment de fierté d'avoir mené à bien ces actions. Et bon, voilà, c'est pas fini, hein, on est encore bien sûr très mobilisés. Il y aura un après? On espère qu'il y aura un après. On capitalisera un petit peu entre guillemets sur ce qu'on a appris. Ouais, je pense qu'on capitalisera sur notamment notre capacité, par exemple, sur tout ce qui est nos outils informatiques. Nos téléservices, notre filière digitale en interne, on capitalisera. On a des questions à se poser sur la téléconsultation qui a évidemment explosé pendant la crise. C'est quoi la téléconsultation dans un parcours de soins demain? On reviendra, je pense, aussi sur l'intérêt des structures de coordination au niveau territorial. La crise a montré tout l'intérêt de dispositifs du type CPTS, du type maison de santé. Voilà, cette organisation territoriale, on voit bien qu'elle résonne encore plus post-crise qu'avant, parce que ça a montré, quand ça existait, quand il y avait des embryons de coordination, que c'était des points de contact pour nous, pour les ARS, pour les collectivités locales. Donc voilà, beaucoup d'enseignements qu'on a commencé à tirer, bien sûr aussi sur l'interne, sur le télétravail, sur tout ça. Donc oui, il y aura évidemment un après qui, sur tous les sujets,
sera évidemment très différent de ce qu'on a pu connaître avant la crise. Donc on tirera du positif de cette crise, voilà, pour le lendemain, entre guillemets. Vous avez un peu tendu la perche, on va parler un petit peu des négociations qui vont être relancées dans les prochains jours. Hein. Je crois que la date est bientôt définie. Alors, au moment où on enregistre, c'est pas encore complètement défini, je crois, sauf si vous me corrigez là-dessus. La date, elle sera précisée dans les prochains jours. Elle sera précisée dans les prochains jours, voilà. On retrouvera dans l'espace européen, évidemment, il n'y a pas de souci. Alors, vous aviez mis en pause les négociations en novembre dernier. Vous donnez un peu de temps, laissez les élections passer. Est-ce que ce qui s'est passé là depuis les élections, les résultats des élections, est-ce que vous pensez que ce temps aura été mis à profit pour justement pouvoir relancer le dossier? Ce que je sais, c'est que, et d'ailleurs honnêtement d'une façon assez transparente et partagée avec les organisations représentatives des médecins, il est apparu que on ne trouverait pas d'accord dans un timing juste avant les élections. Oui. Au bout d'un moment, il fallait mettre sur pause, laisser la campagne se dérouler et reprendre les discussions. On a continué à travailler techniquement sur un certain nombre de sujets. Les expérimentations sur le SaaS, par exemple, ont commencé un peu à se déployer. Et puis, je pense que un contexte post-électoral est quelque part plus facile pour construire et relancer une discussion conventionnelle et aboutir sur l'avenant. Maintenant, on attend encore les résultats de l'enquête de représentativité. Tout à fait. Ça va dépendre aussi, bien sûr, du positionnement des acteurs anciens comme nouveaux. Et donc, évidemment, trop tôt pour savoir si, oui ou non, les conditions vont être plus favorables qu'avant. Ce qui est certain, c'est que, pour tous ceux qui connaissent la vie conventionnelle depuis longtemps, il y a, et pas seulement dans ce domaine-là, mais dans d'autres, il y a un climat pré-électoral qui est différent du climat post-électoral. Tout à fait. Donc, on peut espérer pouvoir construire avec nos partenaires conventionnels cet avenant numéro 9. Justement, l'assurance maladie, clairement, va avancer, promouvoir l'exercice collectif, coordonner l'épisode de soins, la territorialisation des prises en charge. C'est des dossiers que vous portez depuis maintenant, votre prédécesseur et vous-même, vous avez enchaîné là-dessus. Est-ce que vous avez le sentiment que vos partenaires conventionnels partagent cette feuille de route? On n'a pas toujours cette impression. Alors, certains plus que d'autres, mais que globalement, la vision de la médecine de demain n'est pas forcément, je dirais, uniforme. D'abord, vous l'avez dit, ces partenaires sont divers. C'est vrai. Et puis, je ne vais pas parler à leur place. Évidemment, je discute beaucoup avec eux et je crois beaucoup à la négociation et à la vie conventionnelle. Mais il y a des sensibilités différentes, historiques, anciennes, nouvelles. Je pense quand même que globalement, les sujets d'exercice coordonné, d'équipes de soins qui permettent de mieux travailler entre médecins, généralistes, spécialistes et paramédicaux. Il y a quand même une forme, je crois, en tous les cas, de vision partagée sur un certain nombre d'éléments de transformation du système de soins. En tout cas, c'est l'espérance que je porte et nous, c'est une vision qu'on porte du côté de l'assurance maladie. Voilà. Après, tout le sujet, justement, de la discussion, c'est jusqu'où on arrivera à amener suffisamment d'acteurs autour de cette vision partagée. Même si, encore une fois, je pense que ce serait absurde de ne pas intégrer le fait qu'il y a des sensibilités qui sont très différentes, ce qui n'est pas surprenant. Mais là, je vais vous poser une question un peu piège. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas être trop déstabilisé, mais il y a d'un côté des usagers. Il y a une attente claire des usagers, on le sait. La problématique, c'est la démographie médicale. On a un problème sur les 10 prochaines années. L'accès à un médecin traitant, c'est aussi un problème récurrent à l'assurance maladie, sur lequel vous vous battez au quotidien dans les caisses, notamment. Vous avez ces dossiers-là dont vous avez parlé. On a le sentiment que les Français attendent des réponses, que vous voulez agir, mais que peut-être le mécanisme actuel ne permet pas justement d'apporter les bonnes réponses à ces solutions. Malgré le fait que la crise, vous l'avez dit, a mis en exergue et en valeur un certain nombre de choses très positives comme les communautés, la nécessité de travailler sur le terrain de manière un peu décloisonnée. Vous n'avez pas l'impression que là, le mécanisme actuel bloque éventuellement cette capacité à pouvoir relâcher un peu les forces vives entre guillemets du terrain? Écoutez, je pense qu'il a montré historiquement qu'il savait porter des évolutions. Difficile de dire qu'on croit au dialogue social dans beaucoup de domaines, dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine
notamment des organisations publiques, dans le domaine justement de cette vie conventionnelle, et de ne pas lui donner sa chance. Donc voilà, après les systèmes, c'est quoi l'alternative? C'est généralement des systèmes plus unilatéraux. Certes. Je crois pas qu'ils soient de nature à toujours emporter l'adhésion, la confiance. En tout cas, voilà, je suis d'une certaine manière dépositaire de cette logique de dialogue conventionnel. Et voilà, ma perception, c'est que j'ai quand même en face de moi beaucoup d'acteurs qui s'inscrivent qui veulent avancer aussi, qui veulent discuter, qui veulent négocier. Après, voilà, ne faisons pas la négociation avant qu'elle redémarre. Un petit point sur les CPTS, on passe du coq à l'âne, mais on n'est pas loin. CPTS, ça c'est une bonne réussite. Là, les chiffres que vous avez maintenant, c'est la dynamique qui est lancée. Je crois qu'il y a une bonne dynamique, en effet. On a dépassé les 120 CPTS. La crise a évidemment été un moment, à la fois d'ailleurs, une forme de révélation, de confirmation de l'intérêt de cette communauté, de cet outil. Et en même temps, dans la pratique, c'est vrai qu'elle a gelé aussi beaucoup de projets parce que les professionnels étaient mobilisés par d'autres choses. Donc voilà, mais on voit depuis maintenant la fin de l'année 2020 une forte accélération. Beaucoup de projets qui ont une maturité qui s'améliore. Et ouais, je pense que petit à petit, on est en train de mailler le territoire. Nous, on fait pas une course à la quantité. Oui, tout à fait. Il faut qu'il y ait un vrai projet de santé. Il faut qu'il y ait une vraie adhésion des professionnels de santé. Signer des CPTS pour signer des CPTS, c'est pas le but. Mais voilà, on a le sentiment que la dynamique a pris et que quelque part, je sais pas si on peut dire qu'il y aura pas de retour en arrière. Il faut toujours être lucide, être prudent. Mais petit à petit, quand je me déplace, en tout cas, quand je vais voir les caisses, quand je discute avec les ARS, on voit bien qu'à chaque fois, ils sont en train de me dire, voilà, on commence à voir un peu le territoire se mailler. Et je pense que petit à petit, on va aller avec des CPTS qui vont couvrir le territoire et surtout qui vont progressivement gagner en intensité et en contenu de mission. C'est ça qui est évidemment l'enjeu clé. Oui, comme de toute façon, il y a un noyau dur qui est en train qui a bien germé, qui s'est installé, et qui maintenant, après, ça commence un peu, le bouche à oreille, forcément, ça fonctionne aussi. On a vu ça avec le docteur Léchère. Je sais que vous voulez pas me donner, vendre la peau de l'ours, mais les syndicats, vos partenaires, ont demandé plus de sous, clairement. Bon, ça, c'est le jeu, forcément, du débat. Vous aviez arrivé avec une enveloppe d'à peu plus de 500 millions d'euros en novembre dernier. Est-ce que dans le contexte économique actuel, un peu compliqué forcément, mais si on a quelques signes un peu positifs, est-ce que ils peuvent s'attendre à un petit plus, comme vous dites, post-électoral, voilà. Si vous avez identifié des négociateurs qui, avant d'ouvrir la discussion, demandent moins, donnent leur mandat et leur capacité financière, vous me les indiquerez, mais plus sérieusement, voilà. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, l'assurance maladie est prête à investir des montants importants. Pourvu que ce soit fléché. C'était déjà le cas à la fin de l'année dernière. Pour regarder l'historique des avenants à des conventions, je pense qu'il y a peu, voire pas d'avenants de cette ampleur-là, tel qu'il a été proposé. Donc voilà, maintenant, encore une fois, chaque jour suffit sa peine et laissons la discussion s'installer. Un petit point sur la ROSP, parce que vous avez eu les chiffres récemment. Alors évidemment, il faut mettre un petit peu entre parenthèses 2020, c'est une année un peu spécifique, mais on constate quand même depuis un certain nombre d'années que ce nombre d'indicateurs ne progresse pas selon les objectifs fixés par l'assurance maladie, notamment sur des questions de dépistage. Alors, on avait déjà la vaccination sur la grippe, ça qui on a toujours été un petit peu en retard, mais sur dépistage notamment. Vous aviez parlé d'éventuellement peut-être de repenser un peu la ROSP. C'est un chantier qui est en réflexion à la CNAM. J'ai fixé l'échéance de la convention pour ça. Je pense que la ROSP est un outil important. Structurant, mais qu'on n'en rediscute pas, sauf pour éventuellement l'ajuster à la marge, mais dans un avenant. Je pense que moi je donne vraiment rendez-vous pour la prochaine convention. D'accord. Pour faire un bilan approfondi d'un outil qui encore une fois a grandi. Peut-être c'est un peu complexifié d'une certaine manière, mais c'est difficile parce qu'on a tous beaucoup d'objectifs à vouloir porter, les professionnels comme l'assurance maladie, comme les pouvoirs publics, des enjeux d'efficience, des enjeux de santé publique, des enjeux de prévention. Donc tout le monde est toujours d'accord pour simplifier, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais voilà, on voudra porter un bilan, essayer de le partager avec les professionnels, bien sûr, et d'essayer d'aller le plus loin possible. Je pense toujours fondamentalement que cette diversification de la rémunération des médecins et cette fixation d'objectifs derrière ces rémunérations est porteur de sens individuellement et collectivement. Donc c'est vraiment un outil auquel on croit.
Maintenant, il faut savoir aussi faire bouger les outils, s'assurer qu'ils ont toujours un sens, qu'ils sont compris par les acteurs. Et c'est ça qu'on mettra sur le métier pour la convention, mais c'est pas un sujet des prochains mois, c'est un sujet de vous me faites une super transition. Au suivant, on va parler de numérique. Alors, j'avais pas prévu de commencer par ça, mais on va en parler. On va parler du DMP, parler d'outils. Alors, le DMP va être rendu automatique prochainement. Par contre, il y a une bataille qui, elle, est pas gagnée, c'est celle de l'utilisation. Comment vous allez pouvoir, entre guillemets, un petit peu enrayer, parce que quand on l'utilise bien, dans certains trucs, ça fonctionne, mais sur les grandes masses, entre guillemets, on n'a pas l'impression que ça prenne. Notre ambition, c'est d'essayer de, quelque part, mettre de la dynamique autour du DMP. C'est vrai qu'aujourd'hui, le DMP, c'est avant tout une espèce de lieu où on dépose des documents. Nous, on veut en faire j'aime pas le terme parce qu'il est un peu techno, mais un vrai écosystème et avec une vraie plus-value pour les assurés et pour les patients. C'est pour ça qu'avec la délégation numérique en santé, on a construit Mon Espace Santé, qui va s'ouvrir en effet pour tous les assurés seuls, sauf ceux qui ne le veulent pas au début de l'année 2022, avec le DMP, mais aussi une messagerie sécurisée de santé entre professionnels et assurés, un agenda de santé avec vos rendez-vous, vos rappels, vos vaccinations, vos dépistages, et avec ce catalogue d'applications qui sera référencé par l'État et qui vise justement à être un des éléments de cette dynamique. Vous avez une application de prévention que vous utilisez, vous voulez la faire quelque part communiquer avec votre DMP, vous allez pouvoir le faire. Toujours dans les conditions sécurisées, de vos données, etc. On entend. Vous avez des hôpitaux qui développent des portails d'admission, de préadmission, dans lequel comment vous pouvez faire communiquer. Vous avez tout un écosystème, on le voit bien, on le sait bien, d'applications, publiques comme privées, sur lesquelles on veut proposer qu'ils puissent rentrer dans ce catalogue. Il y aura une procédure de référencement qui sera construite entre l'État et l'assurance maladie. Il y aura évidemment des garanties de sécurité extrêmement fortes. Ça, c'est majeur parce que vous l'avez dit, le DMP n'est pas encore rentré dans la vie quotidienne des patients et des professionnels. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a un élément dont je suis certain, c'est qu'il faut inspirer confiance. D'accord. Donc il faut qu'on arrive à trouver cette dynamique-là, tout en maintenant la confiance des assurés dans le fait qu'ils vont pouvoir en effet dialoguer avec leurs professionnels, utiliser des applications et voilà faire quelque part, j'ai presque envie de dire faire bouger un peu leur DMP au service de leur santé. Et ça, c'est toute l'ambition qu'on porte pour l'année 2022 avec Mon Espace Santé. D'accord. Donc clairement, j'entends que le DMP va être relancé en faisant partie de cette bulle, cet écosystème de l'espace numérique de santé, qui est un projet qui... Vous pilotez ce projet? On a toujours un peu de mal à savoir qui pilote. C'est le ministère, c'est vous? Alors on le pilote opérationnellement, et sur la base d'une feuille de route stratégique qui est celle du numérique en santé, qui a été construite par la délégation de numérique en santé, les équipes de Dominique Pont et de Laurent Letourneau. Et voilà, et avec, honnêtement, je le dis aussi, un très bon alignement stratégique entre l'assurance maladie et le ministère. Et du coup, ça nous permet justement de construire, c'est nous qui sommes à la manœuvre, je dirais, informatique, pour porter le projet, c'est nous qui l'hébergerons, sachant qu'il y a aussi beaucoup d'autres briques, il y a la e-prescription, il y a la dématérialisation de la carte vitale, il y a la messagerie sécurisée entre professionnels, et voilà, cette feuille de route du numérique, elle est très ambitieuse, elle est dotée de moyens aussi, pour accompagner les professionnels dans l'usage. Donc voilà, beau challenge. Ça, c'est bien. Donc, ça, c'est un sacré challenge, parce que ça, c'est un sujet majeur, quoi, c'est pour demain. Toujours un peu numérique, les téléconsultations. Alors, ça a bien fonctionné, ça a bien pris, notamment dans le premier confinement. Maintenant que vous avez des chiffres, il y a, entre guillemets, une vitesse de croisière qui s'est installée. Ouais, il y a une vitesse de croisière. On est redescendu par rapport à des niveaux d'utilisation de la téléconsultation qui étaient montés à parfois jusqu'à 4 millions par mois, ce qui est considérable. Là, on est redescendu à peu près pour les généralistes. On a à peu près 1 million de téléconsultations sur 20 millions de téléconsultations par mois. Ça fait à peu près 5%. Ce qui est quand même pas rien. Alors, c'est pas 20, c'est pas 30%. Non, mais c'est conséquent. Mais voilà, à peu près 5% des consultations chez un généraliste aujourd'hui sont faites en téléconsultation. Donc, on voit bien que les assurés, comme les professionnels, une partie d'entre eux, en tous les cas, ont commencé à utiliser et continuent à utiliser ce mode de recours aux soins. D'accord, c'est quelque chose de pérennisé quasiment. Maintenant, on peut pas. Alors, on va aller sur les téléactes, télésoins et autres, mais c'est vrai que c'est complètement pris. On va parler peut-être un peu du réseau. Monsieur le directeur, ça vous dérange pas? Donc, ça fait presque un an que vous êtes là. Vous avez tenu à être précis. Ça fait pas un an, presque un an qu'il est là. Alors, vous avez un peu parcouru le territoire. Qu'est-ce qui vous a un petit peu marqué parce que c'est quand même un sacré grand réseau, de l'assurance maladie, dans les caisses primaires. Alors, en dehors évidemment de la Covid, qui est forcément mobilisée, mais sur l'action, sur peut-être le recours au droit, l'accompagnement des personnes un peu fragiles. Qu'est-ce qui vous a un peu frappé sur l'action du réseau?
Écoutez, ça, sans vouloir un peu redire ce que je disais au début, ce qui m'a frappé, c'est justement cette mobilisation quand même, puisque le contexte est quand même toujours très marqué par la crise, d'un réseau qui, il faut le partager, hein, peut-être a fonctionné depuis maintenant la fin du mois d'octobre, et si je mets même de côté le premier confinement, à des niveaux de télétravail très élevés. Hein. Tout à fait. Le réseau de l'assurance maladie, c'est 65 000 collaborateurs qui ont fonctionné depuis maintenant plus de 6 mois, à 2/3 en télétravail. Sachant qu'évidemment, il y a des activités qui ne sont pas télétravaillables, l'activité de guichet, partie du contact tracing, l'accueil, le courrier, etc. Donc, voilà, c'est un réseau qui, en fait, a massivement travaillé avec des niveaux où beaucoup de gens étaient 5 jours sur 5 en télétravail. Donc, ça a l'air de rien parce qu'on s'est tous habitués les uns les autres dans nos vies quotidiennes et dans nos organisations à ce niveau-là. Mais cette forme de prouesse, j'ai trouvé un réseau qui était aussi très attentif à trouver les équilibres entre ces missions prioritaires de la crise et le service public quotidien de l'assurance maladie. La liquidation des IJ, c'est pas arrêté, au contraire, l'ouverture des droits, évidemment la réponse aux assurés, tout ça, je dirais qu'on a tenu bon, et on a même fait mieux que ça, on a tenu nos objectifs COGE. Donc voilà, on n'a pas tout sacrifié à la crise. Dans beaucoup de discussions que j'ai eues avec les directeurs, avec les managers, avec les agents, ça a été de se dire voilà, on a tenu cette ligne de dire on est hyper mobilisé par la crise, mais on est aussi toujours hyper mobilisé par le service public de l'assurance maladie au quotidien. Donc ça, je pense que c'est un élément positif que j'ai ressenti en tout cas dans mes déplacements. Après aussi, c'est vrai, hein, aussi de temps en temps un peu de lassitude, un peu de fatigue sur le thème, comme nous tous, je crois. Quand est-ce que la crise s'arrête, quand est-ce qu'on revient à des modes de fonctionnement plus quotidiens. Ça sera aussi notre défi à nous, hein, que quelque part chacun retrouve une place qui sera pas forcément exactement la même qu'avant. Il y a des gens qui ont changé de métier pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. Il y a des gens qu'on a mobilisés. Il y a des gens qui au contraire ont tenu la maison, j'ai presque envie de dire. Il faut aussi continuer à valoriser. Donc c'est tout ça qu'on va devoir repositionner dans les semaines et les mois qui viennent. Mais voilà, d'abord un grand plaisir de pouvoir évidemment piloter ce réseau et de beaucoup me déplacer pour aller voir comment ça marche. Beaucoup de choses encore à apprendre. Vous n'avez pas fini, parce qu'il y a comme un certain nombre de caisses sur le territoire. C'est toute une vie presque de pèlerinage. Plus sérieusement, est-ce que, à l'instar d'autres caisses nationales, vous allez mettre en place un accord sur le télétravail Alors nous, on a un accord au sein de la caisse nationale, qui concerne la caisse nationale, et puis vous savez que les directions du service médical ils sont rattachés. Et les caisses ont déjà, pour un certain nombre d'entre elles, passé des accords de télétravail. Et elles sont en train, là, dans les semaines actuelles et qui viennent, d'accélérer. D'accord. Pour pouvoir notamment être au rendez-vous de la rentrée, puisque là, notre objectif, c'est d'organiser progressivement le retour sur site de nos agents. Tout à fait. D'ici l'été. Et puis, si tout va bien, si l'épidémie nous laisse tranquille, si j'ose dire, et on essaye d'y contribuer, de faire qu'à la rentrée, que les dispositifs de télétravail, je dirais, de droit commun qui ont été négociés, se mettent en place. D'accord. Donc, c'est ça notre calendrier. Dernière question, après on vous embête plus longtemps. La COGE, alors ça veut dire c'est bientôt quand même, parce que c'est en 2022 qu'elle va commencer, vous arrivez en phase de bilan et de négociation et autres. Est-ce que déjà vous avez défini quelques grands axes de la COGE qui est 2022-2027, ou il est encore un peu trop tôt? Alors au risque d'être un tout petit peu déceptif, non, mais je vais vous répondre de façon claire. En fait, non. Pourquoi? C'est parce que je suis moi très attaché à, je dirais, agir au bon moment et aussi donner des perspectives au bon moment. D'accord. Il n'y a rien de pire que d'être décalé dans le timing. Donc aujourd'hui, on est super mobilisé dans la crise, on est super mobilisé dans la gestion quotidienne au bon sens du terme. On pense aussi à l'après, puisqu'on a aussi engagé des travaux de rénovation, notamment nos politiques de gestion du risque, toute la maîtrise médicalisée. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on y travaille pour être prêt quand on pourra repartir sur des travaux de gestion du risque, d'accompagnement des professionnels, de prévention, de programmes de contrôle également. Donc ça, on y travaille. On n'est pas resté, entre guillemets, les deux pieds dans le même sabot. Mais voilà, la COGE, c'est pas pour tout de suite. On aura le temps de s'y préparer. On s'y préparera bien. Bien sûr qu'on commence à avoir des priorités émerger. Voilà, moi, je suis très attaché à ce qu'on ne se trompe pas de calendrier. C'est pas pour ni par fainéantise ni pour reculer devant l'obstacle, mais c'est pour faire les choses dans l'ordre. Donc on
on aura le deuxième semestre 21 et l'année 2022 pour se préparer pour la future COG Tout qui à fait. démarrera ensuite en 2023. Merci, monsieur le directeur. Merci Merci à de vous. nous avoir accordé un instant, un moment. Alors, pour nos auditeurs, on retrouvera cette interview au format écrit dans l'Espace Social Européen qui paraîtra fin juin. Quelques mises à jour entre le moment forcément où on aura enregistré l'émission et le moment de l'apparition du papier. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. En tout cas, c'est la première fois que je vous avez en tout cas au micro. Et on espère une prochaine d'autres fois. Et on parlera évidemment quand vous aurez l'accord de tous les partenaires sociaux, parce que ça, c'est attendu. Hein. Pour moins de 500 millions d'euros, vous m'avez dit ça en off, c'était parfait. Ils étaient prêts à faire une ristourne. On est d'accord? Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.